Bonsoir à tous, il est 18h lundi 5 juillet. Merci de nous rejoindre pour le JT. Dans l'actualité ce soir, le Tour de France s'est installé dans notre région pour quelques jours. d'Oyonnax à Albertville en passant par Cluses. Étienne, nous vous ferons vivre l'ambiance sur place dans ce journal. Nos équipes et tout le week-end dans l'ambiance. Et depuis plus de 15 ans, les cités du goût et des saveurs proposent des ateliers culinaires et autres initiations autour des métiers de l'artisanat. Exemple du côté de Chambéry avec Jean-Paul Crespi. Mais avant, dans la nuit de dimanche à lundi, un homme a été mortellement touché par balle par un gendarme à Bosset, dans le Genevois. Un agent de sécurité, une équipe de la gendarmerie est intervenue suite à la présence d'un véhicule suspect et d'individus susceptibles de commettre des vols de moto. Alors que le véhicule cherchait à prendre la fuite, un militaire a fait usage de son arme et a blessé mortellement le conducteur. 2 enquêtes distinctes ont été ouvertes. La première concerne une tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, association de malfaiteurs, refus d'obtempérer avec mise en danger et vol en réunion. Un homme a depuis été interpellé et placé en garde à vue. La deuxième enquête a été ouverte pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle a été confiée à l'inspection générale de la gendarmerie et le gendarme auteur du tir mortel placé lui aussi en garde à vue. Et puis un mot de politique avec les élections municipales à Verrier. Elles avaient lieu ce week-end après la démission du maire et de nombreux conseillers municipaux au cours des derniers mois. C'est finalement la liste qui s'était opposée au maire démissionnaire Thomas Terrier qui l'emporte. La liste menée par Vanessa Bruno a remporté près de 68% des suffrages et remporte ainsi 16 sièges sur 19. C'est elle qui devrait devenir maire de la commune du bord du lac d'Annecy. Je vous le disais en titre, la grande boucle est en Pays de Savoie depuis samedi. Au programme, 3 étapes et une journée de repos. Nous vous proposons d'embarquer à bord de l'une des caravanes les plus populaires du Tour. Notre journaliste Lucas Ruche a pris place à bord de la célèbre de cheveux Cochonou lors de l'étape de samedi dernier entre Oyonnax et le Grand Bornand. Au programme, 150 km ponctués par 5 ascensions, dont le col de la Colombière sous une météo capricieuse. Immersion. Tous les matins, il faut les bichonner. Comme les coureurs, les 2 chevaux Cochonou de la caravane publicitaire parcourent chaque jour plusieurs centaines de kilomètres. Elles sont arrivées samedi dernier dans les Alpes avec la première étape montagneuse du Tour de France. Élue caravane préférée des Français depuis 6 ans, la marque soigne son image d'une France chaleureuse et rurale en adéquation avec les valeurs de la Grande Boucle. Honorée de rouler depuis 16 ans sur les routes du Tour au volant de la mythique Citroën 2 chevaux, Damien ne lâcherait sa place pour rien au monde. Une fois qu'on a mis le pied dedans, j'ai envie de dire, on a du mal à s'en passer, quoi. Et voilà, c'est une ambiance extraordinaire. C'est une petite famille déjà, la famille Cochonou. Et après de voir l'accueil du public, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui manque tout le long de l'année. Donc forcément, on revient, quoi. On a un paysage qui est fabuleux à chaque étape différent. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose, on est des privilégiés, on va dire, d'être sur la route. 10 tonnes de saucissons et plus de 100 000 bobs Cochonou seront ainsi distribués le long des 3400 km de ce Tour de France 2021. Et après cette 8e étape reliant Oyonnax au Grand Bornand, la 9e étape du Tour de France a fait son arrivée dimanche à Tignes, au terme de 144 km de course éprouvante au départ de Cluses. Vous avez peut-être suivi nos directs sur notre page Facebook ce dimanche. Aujourd'hui, l'heure est de repos pour les coureurs et leur équipe. 2 journées qui ont attiré beaucoup de monde dans le station, donnant le sourire aux commerçants. Sébastien Germain et Maureen Alibert sont allés à leur rencontre. Il y a 2 ans, Tignes n'a pas pu accueillir l'arrivée du Tour à cause des intempéries. À charge de revanche, ce dimanche, plus de 30 000 personnes étaient présentes pour acclamer les coureurs. Une véritable opportunité pour la station de Haute-Tarentaise, d'autant plus qu'elle accueille ce lundi la journée de repos. Oui, c'est vraiment excellent. Enfin, on a notre arrivée, bien sûr, après le malheur de 2019. Mais oui, malgré la pluie, c'est une belle fête, il y a beaucoup de monde, donc franchement chouette. Il y a pas mal de clients qui vont séjourner sur la station, et pas que les 2 jours, mais qui vont rester la semaine pour profiter de toutes les activités qu'on met en place en été. Donc qu'est-ce que ça représente? On a un remplissage qui est plutôt satisfaisant cette semaine. De leur côté, les commerçants constatent d'ores et déjà une hausse de la fréquentation dans leurs établissements. Comme cette brasserie qui accueille par exemple 7 à 8 fois plus de clients que d'habitude. Aujourd'hui, le Tour de France, comme je disais, il nous amène beaucoup plus de monde. Entre autres, les gens de la vallée qui montent nous voir, les touristes qui viennent et les gens de la vallée du côté italien, comme à Aoste, où j'ai des grandes tables d'Italiens qui sont venus hier soir faire la fête, chanter dans le restaurant et qui ont mis pas mal d'ambiance.
Plus que l'ambiance, le Tour de France génère à lui seul une véritable clientèle pour la station savoyarde. En plus des coureurs et de leurs équipes, beaucoup de médias, locaux ou étrangers, ont fait le déplacement. Un événement qui fait le bonheur du secteur de l'hôtellerie. Ce week-end, cet établissement affiche complet. En termes financiers, on ne se le cache pas, on est aussi content d'avoir rempli notre hôtel, content de pouvoir commencer en fait la saison qui est toujours un peu plus difficile parce que les enfants sont encore à l'école, etc. Donc les touristes en général arrivent que vers le 7 juillet. Donc là, bien évidemment, on commence à fond. En plus, comme on remplit, on est tous à fond, au taquet. Après des périodes de fermeture et de restrictions, cette affluence donne un coup de pouce à la station. Un week-end comme celui-ci, on est à plus 50% par rapport à un week-end normal. Alors si le soleil avait été vraiment au rendez-vous tout le week-end, on aurait pu espérer plus, mais c'est déjà très satisfaisant. Puis on fera le bilan lundi soir. Troisième événement le plus diffusé au monde, ces 2 jours sont un véritable coup de projecteur pour Tignes, avec à la clé des retombées économiques pour les prochaines années à venir. Et attention, demain mardi, ça continue. De nombreuses perturbations sont à prévoir sur les routes en Savoie pour laisser passer la 10e étape du Tour de France reliant Albertville à Valence. Les bassins d'Albertville, donc de Chambéry et de Montmélion, seront touchés par des fermetures de routes et des déviations. Toujours sur 2 roues, mais en VTT cette fois-ci, les Jets accueillaient ce week-end une étape de la Coupe du Monde. Et pour cette dernière répétition générale à domicile avant les Jeux Olympiques de Tokyo, les Français ont brillé sur la descente avec 3 podiums, mais aussi et surtout en cross-country. Chez les femmes, Loana Lecomte continue son grand chelem. La Haute-Savoyarde de 21 ans s'impose pour la 4e fois en 4 courses. Elle reste bien évidemment largement en tête du classement général de la Coupe du Monde devant Pauline Ferrand-Prévot, la championne du monde en titre 4e au jet. Chez les hommes, Jordan Sarrou, lui aussi champion du monde en titre, termine 3e d'une course remportée par le Suisse Matthias Flückiger. Et puis, en trail, le marathon du Mont Blanc a été l'occasion d'une grande fête populaire pour les 7 courses au programme du week-end. L'épreuve reine des 90 km a tenu toutes ses promesses et les 596 concurrents, dont 83 femmes, ont été à la hauteur de l'événement. Sur un parcours assez technique de plus de 6000 mètres de dénivelé, c'est finalement le Français Martin Kern qui s'impose en 10 h 23 minutes et 11 secondes. Mathieu Delpech et Dmitri Mitaïev complètent le podium. Chez les dames, c'est l'Américaine Hilary Gerardi qui l'emporte en 11 h 54 minutes et 11 secondes avec le 17e temps du scratch. Je vous le disais en titre, depuis 16 ans, les cités du goût et des saveurs s'évertuent à transmettre le patrimoine gastronomique au plus grand nombre. L'occasion aussi de faire connaître les métiers de l'artisanat en métier de bouche. Jean-Paul Crespi s'est glissé dans l'un des ateliers culinaires organisés il y a quelques jours à Chambéry. Reportage. S'inspirer pour porter un autre regard sur son alimentation. Depuis 2005, les cités du goût et des saveurs se sont attachées à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au bien manger en assurant la valorisation des produits de qualité issus de l'artisanat local. En Savoie, les ateliers culinaires sont nombreux, un programme diversifié d'une centaine d'ateliers, de la cuisine de terroir ouverte sur le monde aux préparations plus contemporaines. Sur le grand public, oui, ça va être de la découverte du métier, plutôt de la transmission, de la découverte du métier. Et sur les professionnels, ça va justement les aider à aller plus loin dans leur métier et se former justement aux côtés d'autres professionnels d'envergure nationale, voire internationale pour certains. Si la Cité du goût et des saveurs assure la transmission des bonnes pratiques alimentaires, elle se complète par un pôle qui accompagne les artisans et les professionnels des métiers de bouche. Elle apporte également une aide aux collectivités dans leur stratégie alimentaire et la promotion de leur territoire. L'artisan, par principe, est quelqu'un qui transmet. Il transmet du savoir-faire, il transmet du savoir-être. L'artisanat est une grande famille. Lorsque un pâtissier, un cuisinier réussit des choses, il les réussit pour quelqu'un d'autre. Il ne le fait pas que pour lui. Et par le biais de ces cités du goût et des saveurs, nous sommes bien dans l'acte de transmettre et au plus grand nombre. Véritable fenêtre ouverte sur des cuisines de saison, multiples et colorées, la Cité du goût et des saveurs contribue ainsi à la transmission des patrimoines gastronomiques pour assurer la valorisation de notre héritage culinaire. En France, chaque Cité du goût et des saveurs relève quotidiennement ce défi.
Et c'est aussi une forme de transmission du patrimoine gastronomique local dont nous allons parler maintenant. J'accueille Cécile Ronjat, co-auteure du livre Rando-bière dans les Alpes du Nord. Je vous en prie. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Donc, vous avez coécrit ce livre avec Guillaume Gaguet aux éditions du Chemin des Crêtes. Et tout simplement, il nous emmène à la découverte des brasseries artisanales en Savoie, Haute-Savoie et Isère, à proximité de randonnées sympa à faire. C'est pas incompatible boire une bonne bière et marcher. Bien au contraire. Je trouve que c'est le combo parfait. En tout cas, nous, c'est l'expérience qu'on a fait ce livre-là, puisqu'avec Guillaume, on est collègues de sac à dos. Et voilà, chaque randonnée se termine systématiquement par une bière locale. Et on s'est dit que si nous, on appréciait ce mix un peu magique, on ne devait pas être les seuls. Et du coup, voilà, l'idée est partie comme ça pour cet ouvrage. Donc vous êtes plutôt occupée des brasseries. Oui. Vous êtes rédactrice culinaire, lui plutôt sur les randonnées. Oui. Comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que c'était forcément sur les mêmes territoires puisqu'on est sur quand même 3 départements? Voilà, on est sur 3 départements. Alors, on a essayé d'être un petit peu homogène, de proposer 12, 13, 14 brasseries rando par département pour avoir un panorama complet. L'idée, c'était de mettre en avant des territoires à travers les randonnées sur les 3 départements, et puis des hommes et des savoir-faire. Donc, le choix, il s'est fait en fonction déjà des brasseries, puisque l'idée était d'avoir une brasserie proche d'un départ de randonnée et de proposer du coup une expérience complète. Donc voilà, on a fait notre sélection de brasseries, et puis ensuite on a fait la sélection des randonnées associées. Ça nous a donné 40 randos bières sur 3 départements. Il fallait en mettre 40, on aurait pu en mettre 80, il y avait largement de quoi faire sur nos territoires. C'est ce que j'allais vous demander. Les choix ont été difficiles parce que vous parlez de brasseries artisanales de qualité. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors souvent, ce sont des micro-brasseries. Régulièrement, ce sont des passionnés qui ont opéré un virage à 180, qui ont complètement changé de vie. La plupart d'ailleurs, ils avaient eu une vie avant, ingénieurs, microbiologistes, enfin, peu importe, ils sont passés un peu par tous les schémas. Et puis, c'est des métiers de passion. Donc voilà, on a fait cette sélection pour mettre en avant ces hommes-là, ces territoires-là, ces savoir-faire-là aussi, et puis mettre un petit coup de projecteur sur notre filière brassicole aussi qui s'organise en région, parce que si on a de plus en plus de brasseurs, c'est qu'il y a une demande, mais c'est qu'aussi derrière, on a toute une filière qui s'organise avec des malteries qui tournent bien. Le houblon, c'est encore un petit peu la chose en progrès pour avoir une autonomie, on en est loin. Mais voilà, en tout cas, il y a une filière qui s'organise, il y a des associations, il y a des choses qui se mettent en place pour faire vivre cette filière brassicole. Et ce n'est pas étonnant si, voilà, depuis à peu près les années 2010, à peine avant pour les précurseurs, on a une explosion des brasseries sur nos territoires. Oui, il y a vraiment une forte dynamique. Ce livre, vous l'avez écrit, publié plus rapidement que prévu. Oui. C'est suffisamment rare pour être signalé. Oui. Oui. Comment ça se fait? On a pris 1 an d'avance. Alors, l'idée de départ, c'était de le publier au printemps 2022. Et puis, plein d'enthousiasme, plein de temps à accorder aussi à ce joli projet, confinement aidant un petit peu. Donc, on s'y est mis à fond, l'un comme l'autre. Et ce qui fait qu'on a pu sortir le livre avec 1 an d'avance. Et puis, finalement, voilà, ça tombe bien parce qu'on a aussi envie de ce retour à la nature, de cette liberté retrouvée, voilà, des petits sentiers qui sentent bon le malt chaud. Donc, finalement, je trouve que c'est une sortie qui se prête bien au contexte en ce moment aussi. Votre coup de cœur à vous? Alors moi, mon coup de cœur, c'est la brasserie La Montagnarde. On est à Saint-Jean-d'Arvey, sur les contreforts du massif des Bauges. C'est Fanny et Christophe, ils ont créé leur micro-brasserie en 2016. Ils sont tous les deux chimistes de formation et ça a son importance parce que l'originalité de cette brasserie, c'est qu'ils cultivent eux-mêmes leurs souches de levure. Donc là aussi, c'est suffisamment rare pour le souligner. C'est un vrai travail de chimistes. Ils ont isolé des souches de levure dans l'environnement de la brasserie. Du coup, sous la capsule, on a des bières singulièrement singulières puisque c'est le terroir avec des bulles. C'est eux, c'est leurs envies, c'est leur environnement. Donc coup de cœur sur toute la gamme, on peut y aller sur tout, de toute façon il y a tout dedans, il y a tout le terroir, il y a le sureau, il y a le cynorhodon, il y a tout ce qu'on veut. Toute la gamme, on peut piocher du très très bon dedans. Et si je devais avoir une petite recommandation pour ceux qui veulent un petit peu débuter dans le monde des bières acides, qu'on commence à redécouvrir aussi, allez-y à fond sur la Berliner au Cédrat. C'est une bière acide
soft entre guillemets pour faire ses premiers pas dans le monde des bières acides. On a cette acidité lactique qui est pas mordante, qui est un petit peu douce. On a le petit cédrat pour le côté aromatique et franchement, c'est tout à découvrir. Et en plus, c'est l'heure de l'apéro, donc voilà, il ne faut pas hésiter. Avec modération, évidemment. Et j'ajoute, pour terminer, que là, on est sur Rando Bière dans les Alpes du Nord, le territoire qui nous concerne, mais il existe également aux éditions du Chemin des Crêtes, Rando Bière en France et en Provence. Oui, c'est ça. Donc on peut vraiment passer de très bonnes vacances un petit peu partout. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Gentil. On va poursuivre nos découvertes du jour, cette fois-ci en salle, avec le film documentaire Demain à Annecy, co-réalisé par Marie Vuanard et Caroline Dragacci, si j'écorche pas votre nom. Bonsoir à toutes les deux, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous allez notamment projeter le film documentaire Demain à Annecy en avant-première ce soir à l'auditorium de Sénaux à 19h30 ou encore demain au Rabelais à Métais à 20h. Votre film est inspiré du film de Mélanie Laurent et Cyril Dion qui était sorti en 2015 avec beaucoup de succès, Demain. Pourquoi tout simplement tourner cette déclinaison locale? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Marie. Oui, j'étais journaliste reporter d'images et c'est vrai que j'ai découvert toutes ces initiatives qui existaient sur notre territoire, la monnaie locale, la Gentiane, les magasins coopératifs Alpar, les AMAP. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai vu dans le film Demain, qui sont allés chercher à l'autre bout du monde, aujourd'hui, en fait, ça existe aussi sur notre territoire. Et le problème que j'ai remarqué, c'est qu'ils avaient du mal à communiquer parce que c'était naissant et que c'est beaucoup des bénévoles aussi qui s'occupent de ces associations. Donc voilà, ils avaient vraiment besoin d'un petit coup de pouce pour communiquer et je me suis dit, faire un film documentaire, ce serait l'idéal de les regrouper tous les acteurs du changement dans ce film. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant comme acteur, puisque vous parlez de changement possible et plaisant? Donc quel type d'initiative il était important pour vous de montrer? Oui, je voulais juste préciser qu'il y a un troisième larron à la réalisation, c'est Mathieu Coffin. Voilà, on est trois. Comme ça, on a le tableau complet. Tout à fait. Après, pour répondre à votre question, on aborde des sujets qui concernent tout le monde dans son quotidien. On va de l'alimentation à l'éducation, en passant par l'habitat, l'énergie, la mobilité. Voilà, toutes choses que l'on rencontre à un moment donné dans sa semaine, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qui vous a surpris ou qu'est-ce que vous avez appris en réalisant ce film? On a rencontré énormément d'acteurs. On en connaissait déjà beaucoup, mais on s'est rendu compte qu'il y en avait encore plein d'autres. Donc oui, en fait, Annecy est en transition. Il y a beaucoup de personnes qui se bougent pour un mieux vivre ensemble pour demain. Et l'objectif du film, là, j'ai donné les deux avant-premières. Après, il sera en salle là, pour la rentrée. Votre objectif, il est de mobiliser, de susciter d'autres initiatives. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter avec ce film ? En fait, on aimerait susciter l'enthousiasme chez un maximum de personnes, un enthousiasme vis-à-vis d'un demain plus solidaire, plus éthique, plus proche et plus respectueux du vivant. Et on a le sentiment sur ces avant-premières que le pari est peut-être bien gagné parce qu'on a vraiment ce retour de bonne humeur, de vitalité que les gens ressentent en sortant de la salle. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais les avant-premières, vous êtes, l'équipe du film est présente. Donc d'ailleurs, on peut vous retrouver tout à l'heure à l'auditorium de Sénaux. L'étape d'après, là évidemment, il y aura la sortie en salle. L'étape d'après, pour vous, pour le film? L'étape d'après, après les salles, ce sera d'aller dans les collèges et des lycées. On veut vraiment accompagner le film un maximum auprès de toutes les tranches d'âge, toutes les générations. Donc, il y a encore pour une bonne année, je pense, d'exploitation du film. Et on finira peut-être par le mettre en ligne sur Internet. Eh ben, merci beaucoup. Et je donne votre site, c'est demainannecy.com, où on peut trouver pas mal d'infos, déjà quelques dates, puisque l'idée, c'est aussi de sortir un petit peu du bassin annécien. J'ai vu qu'il y allait notamment avoir quelques séances aussi du côté de La Roche-sur-Foron. Tout à fait. Merci beaucoup et puis bonne projection alors tout à l'heure. Merci bien. Merci. Merci à vous.
C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa réalisation. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte en images et en musique avec les premiers concerts organisés par Banlieue Scène Nationale sur la friche des Rails, un espace artistique éphémère installé sur le complexe ferroviaire délaissé du quartier des Trois Fontaines. C'est dans la zone de Vauvray jusqu'au 17 juillet. Chaque soir, du mercredi au samedi de 18h30 à 21h30, retrouverez gratuitement spectacles et concerts. Exemple vendredi dernier avec les danseurs To et Juliane Otaille, le danseur vertical Farid Ayelem Ramouni ou encore la fanfare Jam Orchestar. On les écoute tout de suite, c'est la météo d'Thierry Paulme. Juste après, on s'intéresse au monde handisport avec Victoria Lopez dans Panorama. Restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. À demain.